Savez-vous qui est maintenant confronté à des obligations fiscales? Le billet de 100 $ qui s'est détaché de ma poitrine et a descendu jusqu'au sol de marbre, ressemblant à un papillon sans vie. Le sourire parfaitement plaqué de Victor Lane scintillait sous le lustre tandis que ma femme, Émilie, gloussait réellement à sa blague grossière concernant le fait de prendre particulièrement soin d'elle ce soir-là. C'était il y a 3 mois. Ce soir, je me retrouve dans son Penthouse, à observer tous ses biens être chargés sur un camion de déménagement pour cause de faillite. Mais, permettez-moi de revenir en arrière. Tu as l'air grotesque dans cet accoutrement, Alex, commenta Émilie, ajustant son masque de Catwoman devant le miroir de notre chambre, le cuir noir moulant des courbes que j'avais autrefois caressées du bout des doigts. Maintenant, ces mêmes courbes étaient exhibées pour capturer le regard d'un autre. C'est une fête d'Halloween, et on est censé avoir l'air ridicule. Je tirais sur la cape de Superman bon marché qu'elle m'avait procurée au dernier moment chez CVS. Le tissu ressemblait à du papier de soie contre mes épaules. Les soirées de Victor ne sont pas comme ça. Elles sont sophistiquées. Elle appliqua une nouvelle couche de rouge à lèvres rouges, la teinte identique à celle qu'elle portait le jour de notre mariage. Sa coterie s'attend à de l'élégance. Victor Lane. Magnat de l'immobilier. Bénéficiaire d'un fonds de fiducie. Et le genre d'individu qui portait des montres coûtant 1000 $ à des galas de charité, s'assurant que tout le monde le remarque. Il tournait autour de ma femme comme un prédateur depuis des mois, depuis qu'Émilie avait commencé à gérer les relations publiques pour sa société de développement. Oui. Sophistiqué. Je l'observais dans le miroir. C'est pourquoi tu as choisi l'ensemble en cuir moulant. Elle se retourna, les yeux verts pétillants. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Rien. Juste une observation d'un banal contrôleur fiscal municipal qui ne comprendrait pas les soirées sophistiquées. Le trajet jusqu'à la demeure de Victor à Brookfield Estate dura 20 minutes le long de routes sinueuses bordées de résidences qui coûtaient plus que ce que je ne gagnerais en 10 ans. Émilie consacra tout le trajet à examiner son maquillage et à envoyer des messages. « À qui envoies-tu des messages ?» demandai-je alors que nous franchissions des grilles en fer forgé qui coûtaient probablement plus cher que ma Honda. « Je coordonne juste avec Jenna. Elle est déjà là. » Jenna Morrison. La meilleure amie d'Émilie depuis leurs années universitaires. Le genre de femme qui considérait le mariage comme un inconvénient temporaire et encourageait Émilie à se faire plaisir un peu quand son mari n'était pas là. La résidence de Victor ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, composé entièrement de verre et d'angles d'acier qui émergeait d'un aménagement paysager méticuleusement entretenu. Des voituriers en uniformes authentiques acceptaient les clés de voiture des invités arrivant en BMW et Mercedes. Je remis les clés de ma Honda à un jeune qui semblait gagner plus en pourboire que je n'en gagnais en auditant les petites entreprises de la ville. Alex. Émilie. Victor apparut dans le hall d'entrée, portant un costume de Tarzan qui mettait en valeur le travail de son entraîneur personnel. À 39 ans, il possédait le genre de physique artificiellement entretenu qui criait aux abonnements de gym extravagants et aux compléments de testostérone. Si heureux que vous ayez pu assister à notre petite réunion. Petite réunion? Il devait y avoir 60 personnes qui déambulaient dans sa grande salle, qui dépassait la taille de tout mon rez-de-chaussée. Victor, cet endroit est magnifique, la voix d'Émilie prit une qualité haletante que je n'avais pas détectée depuis des mois. Je me suis contenté de jeter de l'argent par les fenêtres. Il rit comme si dépenser de l'argent était la chose la plus innée au monde. Alex, qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? Nous avons tout ce qu'il y a de mieux. De la bière, ça ira. De la bière? Ses sourcils se levèrent comme si j'avais demandé de l'huile de moteur. Allez, faites-vous plaisir un peu. Que diriez-vous d'un Macallan 25 ans? Il ne coûte que 8 cents $ la bouteille. 800 $ de plus que le paiement mensuel de ma voiture. De la bière, ça ira, répétai-je. Il haussa les épaules et fit signe à un barman en uniforme. De la Heineken pour l'homme qui travaille. Émilie, du champagne. J'ai du Dom Pérignon qui va changer votre existence. Pendant que Victor courtisait ma femme, j'examinais l'assemblée. Avocats, promoteurs immobiliers, membres du conseil municipal et leurs épouses parfaitement entretenues. Le genre d'individus qui passaient leurs vacances dans les hantons en été et à Aspen en hiver. Le genre d'individus qui considéraient des gens comme moi, des fonctionnaires avec des diplômes d'université d'État et des costumes de prêt-à-porter, comme si nous étions invisibles. Alex Carter, c'est bien ça? Une femme dans un costume élaboré de Marie-Antoinette apparut à côté de moi. Je suis Patricia Hendricks.
Mon mari est au conseil municipal. Je reconnus le nom. Richard Hendricks. Conseiller du district 4. Actuellement sous audit pour des notes de frais douteuses. Enchanté. Victor m'a dit que vous travaillez pour la ville. Ça doit être intéressant. La façon dont elle prononça intéressant laissa entendre qu'elle voulait dire ennuyeux à mourir. Il y a des moments, surtout quand on découvre de la comptabilité créative dans les notes de frais. Son sourire vacilla. Oh, bon, je devrais aller trouver Richard. Elle disparut dans la foule, m'abandonnant seule avec ma bière hors de prix et mon irritation grandissante. De l'autre côté de la pièce, Victor avait sa main sur le bas du dos d'Émilie, la guidant vers un groupe de ses compagnons. Elle rejeta la tête en arrière, riant de quelque chose qu'il avait dit, ses lèvres rouges formant un parfait beau de plaisir. Des nuages à l'horizon. Je me retournai pour découvrir Dave Martinez à mes côtés, vêtu d'un costume de détective. Ce n'était pas vraiment tiré par les cheveux, étant donné qu'il avait été un vrai détective jusqu'à sa retraite l'année précédente. Dave habitait à 3 maisons de la nôtre et était devenu mon ami le plus proche depuis qu'Emily et moi avions emménagé dans le quartier. Je me contente d'observer la faune locale, dis-je. Oui, eh bien, une partie de cette faune tourne autour de votre femme depuis le début de la soirée. Dave fit un signe de tête en direction du groupe de Victor. Ce type a une réputation. Quel genre de réputation? Le genre où les femmes mariées ne le sont soudainement plus. Dave sirota son whisky. Mon pote Mike travaille encore au centre-ville. Il dit que Victor Lan en est à 3 femmes et 2 fois plus d'aventures. Ce type collectionne les femmes comme des trophées. J'observai Victor se pencher pour chuchoter quelque chose à l'oreille d'Emily. Elle rougit et lui toucha le bras. Emily n'est pas stupide. Non, mais elle est malheureuse. Et les types comme Victor peuvent sentir les femmes mariées malheureuses à 1 kilomètre à la ronde. La fête nous entourait dans des vagues de rire et de cliquetis de verre. J'attrapais des bribes de conversation, des tuyaux boursiers, des projets de vacances, des plaintes concernant le personnel de maison. Ces individus vivaient dans un monde différent, un monde où l'argent résolvait tous les problèmes et achetait tous les plaisirs. Alex? Émilie se matérialisa à côté de nous, légèrement essoufflée. Victor fait visiter sa cave à vin à quelques personnes. Tu veux venir? Je suis bien ici. Allez, ne sois pas asocial. Elle attrapa mon bras. Ça va être amusant. La cave à vin de Victor s'avéra être une pièce à température contrôlée qui abritait des bouteilles valant plus que mon salaire annuel. Il sortit une bouteille poussiéreuse et fit tout un cinéma en lisant l'étiquette. Château de Chiem millésime 1990. J'ai payé $12 000 pour cette beauté aux enchères. $12 000 pour du vin? Je fis un calcul rapide. C'était 4 mois de mon salaire net qui résidait entre ses mains manucurées. Victor collectionne les vins rares, déclara Émilie, se tenant plus près de lui que nécessaire. N'est-ce pas fascinant? Fascinant, acquiesçai-je. Victor se lança dans une explication détaillée de sa collection pendant que son public poussait des exclamations d'admiration appropriées. Je me retrouvais à étudier l'homme au lieu d'écouter ses paroles. Tout chez lui criait l'argent. Les dents parfaites, le bronzage de salon, la façon dont il se déplaçait dans l'espace comme s'il lui appartenait, ce qui, compte tenu de la taille de sa maison, était probablement le cas. La clé d'une bonne collection, disait Victor, c'est de savoir dans quoi il vaut la peine d'investir et ce qui n'est que de la camelote coûteuse. Prenez les gens, par exemple. Certains ont l'air précieux à première vue, mais quand on les examine vraiment. Ses yeux se posèrent sur moi. Eh bien, disons que tout ce qui brille n'est pas d'or. Quelques personnes gloussèrent. Émilie parut gênée. D'un autre côté, poursuivit Victor, se rapprochant de ma femme, parfois, on trouve de véritables trésors dans des endroits inattendus. Le genre de trésor qui vous fait vous demander comment il a pu se retrouver entre de mauvaises mains. La pièce se tut, à l'exception du bourdonnement de la climatisation de la cave à vin. Le sens des propos de Victor était clair pour toutes les personnes présentes. Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine, mais garder un ton neutre. Vous avez raison au sujet du trésor, dis-je. La vraie astuce, c'est de s'assurer qu'on a les moyens de le garder une fois qu'on l'a trouvé. Beaucoup de types s'endettent pour essayer de collectionner des choses qui ne leur appartiennent pas. Généralement, ça finit mal. Le sourire de Victor ne faiblit pas, mais quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. Je n'ai jamais eu de mal à m'offrir ce que je voulais. Pas encore. La tension s'étira entre nous comme un fil sur le point de rompre.
Finalement, Jenna Morrison brisa le silence avec un rire forcé. Les garçons, c'est une fête, pas une compétition de celui qui pisse le plus loin. Elle saisit le bras d'Emily. Allez, et allons trouver les toilettes. Le groupe se dispersa, laissant Victor et moi seuls au milieu de ces bouteilles de vin à $12 000. Vous savez, Alex, dit-il, d'un ton conversationnel, Emily m'a beaucoup parlé de vous. De combien vous travaillez dur, de votre dévouement à votre petit boulot. Petit boulot? Pas d'offense. Je respecte les fonctionnaires. Il faut bien que quelqu'un fasse le boulot ingrat pendant que des gens comme moi créent des emplois et construisent l'économie. Il sélectionna une autre bouteille sur le support. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si une femme comme Emily ne se sentirait pas frustrée avec un mode de vie aussi limité. Limité? Allons, regardez autour de vous. Il désigna sa cave à vin, sa maison, sa vie. À quand remonte la dernière fois que vous avez emmené Emily quelque part où il n'était pas nécessaire de vérifier d'abord votre solde bancaire? À quand remonte la dernière fois où tu l'as surprise avec quelque chose qui l'a réellement surprise? Ces questions me touchaient droit au cœur parce que je me les posais moi-même depuis des mois. À quand remonte la dernière fois qu'Emily m'a regardé comme elle regardait Victor? Ce soir, Emily m'a épousé en sachant exactement qui j'étais, ai-je déclaré. Les gens changent. Les envies changent. Les besoins changent. Victor s'est approché et j'ai senti une bouffée d'eau de Cologne coûteuse. La question est, que comptes-tu faire pour la rendre heureuse? Que comptes-tu faire pour voler la femme d'un autre homme? Il a ri, un son semblable à du verre brisé. Voler? Alex, on ne peut pas voler quelque chose qui a envie d'être pris. Je l'ai laissé planter là dans son sanctuaire climatisé dédié à l'excès et suis allé chercher Emily. Je l'ai trouvée dans la grande salle, entourée des amis de Victor, racontant une histoire qui les tenait tous en haleine. Elle rayonnait comme je ne l'avais pas vue depuis des années. Le voilà, a-t-elle lancé en m'apercevant. Tout le monde, voici mon mari, Alex. Il assure le bon fonctionnement de notre ville. Le groupe a répondu par des sourires polis, bien que leurs yeux aient une certaine vacuité en se tournant dans ma direction. J'ai immédiatement reconnu ce regard, la façon dont les gens considèrent les fonctionnaires, jugés nécessaires mais inintéressants. Que c'est noble, a fait remarquer une femme, vêtue d'un costume Renaissance élaboré. Le service public est vraiment altruiste. Un autre compliment empoisonné, je semblais en amasser toute une collection ce soir. La fête se poursuivait autour de nous, mais je me sentais de plus en plus comme un observateur plutôt qu'un participant actif. Emily évoluait dans le monde de Victor avec une aisance qui m'étonnait, riant à des blagues obscures et mentionnant avec désinvolture des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Quand était-elle devenue si experte à naviguer dans cette foule si facilement? Vers minuit sonnant, Victor a attiré l'attention de tout le monde. Il a gravi son escalier en marbre, une flûte de champagne levée, ressemblant à un monarque inspectant son propre royaume privé. Amis, a-t-il annoncé, avant que la nuit ne s'achève trop tard, je souhaite vous exprimer ma gratitude à tous d'avoir assisté à notre petite réunion d'Halloween. Des applaudissements ont résonné parmi les invités rassemblés. Comme vous le savez, je crois fermement qu'il faut embrasser la vie pleinement, saisir ce que l'on désire et savourer les fruits de son labeur. Son regard a balayé la foule, s'arrêtant momentanément sur Emily avant de se porter sur moi. Certaines personnes se contentent de vies de médiocrité, de plaisir banal. Cependant, les individus extraordinaires. Il a levé son verre vers Emily, méritent des expériences extraordinaires. Une nouvelle vague d'applaudissements a suivi. Emily a rougi, baissant les yeux sur son champagne. Alors, à l'acceptation des opportunités, a poursuivi Victor, à la poursuite de ce qui nous apporte le bonheur. Et à la perdition de quiconque tente d'entraver notre progression. Il a vidé son verre d'une seule gorgée, incitant la foule à applaudir et à imiter son action. Les yeux d'Emily ont croisé les miens à travers la pièce et, pendant un bref instant, j'ai détecté une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Ou peut-être était-ce simplement un effet de lumière. La fête a progressivement commencé à s'apaiser après le discours de Victor, mais Emily n'a montré aucune envie de partir. Elle était retournée dans le cercle intime de Victor, absorbée dans une conversation avec Jenna et deux autres femmes que je ne connaissais pas, prêtes à partir, ai-je demandé, apparaissant à ses côtés. Déjà? Il est encore tôt. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone. Il n'est que 1h30 du matin. J'ai du travail demain. Bien sûr, tu as du travail.
Les mots sont sortis avec une pointe plus acérée que je ne l'avais prévu. Tu ne peux pas simuler une maladie pour une fois? Vivre un peu? Certains d'entre nous ont des responsabilités, tandis que d'autres savent comment s'amuser. Elle a reporté son attention sur sa conversation, me renvoyant efficacement. Je suis resté là un moment, me sentant comme un enfant réprimandé, avant de me retirer. J'ai trouvé Dave sur la terrasse arrière de Victor, fumant un cigare tout en contemplant les jardins méticuleusement aménagés. Problème, a-t-il demandé. Émilie souhaite rester. Je souhaite partir. Alors part sans elle, a haussé les épaules Dave. C'est une femme adulte. Elle peut appeler un taxi. J'y ai réfléchi, mais l'idée d'abandonner ma femme à la fête de Victor Lan me semblait être un abandon, l'aveu que je ne pouvais pas rivaliser avec son aisance, son charisme et sa cave à vin climatisée. Je vais attendre. Cependant, alors que les minutes se sont étirées en 1 heure complète, j'ai commencé à me demander si Émilie avait oublié jusqu'à mon existence. Elle parcourait la résidence de Victor comme si elle y était une habituée, échangeant des baisers aériens avec des personnes dont elle n'avait appris les noms que dans l'espace d'une seule soirée. Victor lui-même avait disparu, probablement en train de faire le compte de ses conquêtes. Finalement, vers 3 heures du matin, les derniers invités ont commencé à s'éclipser. Émilie m'a trouvé dans le bureau de Victor, où je passais le temps à examiner sa collection d'éditions originales de livres sur le commerce. « Prêt ?» demanda-t-elle. « Je suis prêt depuis 2 heures. » Ne sois pas mélodramatique. Je faisais du réseautage, c'est essentiel pour ma carrière. Nous nous sommes dirigés vers le foyer en silence. Victor est apparu comme par magie au moment où nous atteignions la porte, ayant troqué son costume de Tarzan pour un pyjama de soie et une robe de chambre en cachemire dont le prix dépassait probablement le montant de mon versement hypothécaire mensuel. « Déjà le départ ?» demanda-t-il, bien que son regard restât uniquement fixé sur Émilie. « Alex doit travailler demain » répondit Émilie, confuse. « Bien sûr, il le doit. La ville a de la chance d'avoir un employé aussi dévoué. » Le sourire de Victor était purement affiché. « Émilie, nous devrions reprendre notre discussion concernant le projet Riverside. Un déjeuner cette semaine, peut-être? J'en serais ravi. » Ils échangèrent leur numéro de téléphone pendant que je restais là, comme un simple meuble. Puis, Victor posa un geste qui cristallisa tous les sentiments que j'avais nourris tout au long de la soirée. Il plongea la main dans la poche de sa robe de chambre, sortit son portefeuille et en retira un billet de $100 tout neuf. Il me le tendit. « Pour l'essence, dit-il. Je suis conscient que les salaires municipaux ne laissent pas beaucoup de marge pour les extras. » Un silence profond s'abattit sur le foyer. Le visage d'Émilie pâlit visiblement. Même le voiturier cessa ses mouvements. « Je n'ai pas besoin de votre argent, déclarai-je calmement. Allons, ne soyez pas fiers. $100, c'est insignifiant pour moi, mais je parie que ça a de l'importance pour vous. » Il pressa le billet contre ma poitrine. De plus, je souhaite m'assurer qu'Émilie rentre chez elle en toute sécurité. Considérez cela comme un paiement pour service rendu. Paiement pour service rendu. Comme si j'étais son employé, comme si Émilie était une marchandise que j'avais été engagé pour transporter. Le billet tomba à terre, sur le sol en marbre, entre nous deux. Gardez votre argent, dis-je. Le sourire de Victor s'élargit. Comme vous voudrez, Émilie. Appelez-moi concernant ce déjeuner. Le trajet du retour se déroula dans un silence glacial. Émilie regardait par la fenêtre pendant que je repassais en boucle les humiliations de la soirée dans mon esprit. Les remarques condescendantes, les regards apitoyés, le billet de $100 frappant ma poitrine comme un coup physique. Il était ivre, dit finalement Émilie au moment où nous nous garions dans notre allée. Vraiment? Le geste de l'argent était déplacé. Je vais lui parler. Tu vas le faire? Elle se tourna vers moi, et dans la faible lumière émanant de notre Porsche, je discernais quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de la colère, mais de la déception. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Alex? Que je regrette que Victor possède des richesses alors que tu n'en as pas. Que je regrette qu'il sache s'amuser alors que tu ne sais pas. Que je regrette qu'il me traite comme si je valais plus qu'un versement hypothécaire et un compte courant commun. Les mots frappèrent avec plus de force que le billet de $100 de Victor. C'est vraiment ce que tu crois? Que je ne te traite pas comme si tu valais quelque chose? À quand remonte la dernière fois où tu m'as surprise? À quand remonte la dernière fois où tu m'as emmené dans un endroit autre qu'Appleby sous le cinéma?
À quand remonte la dernière fois où tu m'as regardé comme si j'étais la plus belle femme de la pièce, plutôt que simplement ta femme? Je voulais argumenter, mais les questions restèrent en suspens dans l'air, comme des accusations. Parce que la vérité était que je ne pouvais pas me souvenir. Alors, quoi? Victor Lann est ta solution? Un homme qui amasse des épouses comme on collectionne les bouteilles de vin. Au moins, il me voit. Elle sortit de la voiture et entra dans notre maison sans un regard en arrière. Je restai assis dans l'allée pendant une longue période, à contempler notre modeste demeure coloniale avec sa peinture écaillée et ses haies envahissantes. En comparaison avec le manoir de Victor, elle ressemblait à une maison de poupée. Pourtant, elle était à nous. Ou plutôt, elle avait été à nous, jusqu'à ce soir. Émilie est partie travailler le lendemain matin sans dire au revoir. J'ai trouvé sa tasse de café dans l'évier, encore chaude, et un mot sur le comptoir. Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. Travailler tard, en effet. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel de ville sous une pluie de novembre qui reflétait mon humeur sombre. Le bureau d'évaluation fiscale occupait le coin le moins enviable du bâtiment, lumière fluorescente, murs beige et moquette industrielle qui avaient connu de meilleures décennies. Mon bureau était situé dans un regroupement de bureaux à cloison basse avec 5 autres vérificateurs qui traitaient les documents qui assuraient le fonctionnement de notre ville. Tu as une mine affreuse, fit remarquer Janet Morrison, ma superviseure et sans lien de parenté avec Jenna, l'amie d'Emily. Malgré le nom de famille partagé, Janet avait 55 ans, était divorcée et possédait le genre d'attitude pragmatique qui découlait de 20 ans passés à traiter avec des contribuables qui croyaient que la comptabilité créative était un droit constitutionnel. Nuit difficile? La fête d'Halloween de Victor Lann. Elle haussa un sourcil. J'ignorais que vous fréquentiez de tels cercles. Fonction de travail d'Emily. Comment tu? Petite ville. Les nouvelles vont vite. Janet a déposé une pile de dossiers sur mon bureau. En parlant de ça, devine le renouvellement de licence commerciale de qui vient d'atterrir sur mon bureau? J'ai examiné le dossier du dessus, Lann Development Corporation. La société phare de Victor. Renouvellement de routine a continué Janet. Cependant, quelque chose me tracasse concernant leurs évaluations d'impôts fonciers. Les chiffres ne concordent pas, c'est ça? Je me suis dit que tu pourrais vouloir examiner ça. J'ai ouvert le dossier et parcouru les documents. Lann Développement possède 17 propriétés dans notre ville, allant de centres commerciaux à de luxueuses copropriétés. Leur évaluation fiscale semblait raisonnable à première vue, mais Janet avait raison, il y avait quelque chose de louche dans les chiffres. Quel genre d'anomalie? Le projet Riverside, par exemple. Il déclare la valeur du terrain à 2 millions à des fins fiscales, mais j'ai entendu dire par les branches qu'il le commercialise auprès des investisseurs à 8 millions. 8 millions contre 2 millions. Si c'était exact, la société de Victor fraudait les impôts sur 6 millions de dollars de valeur estimée. Cela représentait environ 200 000 dollars d'impôts fonciers annuels, des fonds qui auraient dû être alloués aux écoles, aux forces de l'ordre et à l'entretien des routes. Je vais enquêter. Je me doutais que tu le ferais. Le sourire de Janet était entendu. N'oublie pas, Alex, nous agissons selon les règles. Tout doit être légal et méticuleusement documenté. Nous ne sommes pas dans une optique de vengeance. Qui a parlé de vengeance? Personne. Je m'assure juste que nous sommes sur la même longueur d'onde. J'ai consacré la matinée à approfondir l'historique fiscal de Lann Développement. Ce que j'ai découvert a fait refroidir mon café. Ce n'était pas simplement de la comptabilité créative. C'était une fraude systématique. Les valeurs des propriétés étaient sous-évaluées de millions de dollars, les coûts d'amélioration étaient gonflés pour réduire les évaluations imposables, et des sociétés écrans étaient utilisées pour dissimuler la propriété et échapper aux taux d'imposition commerciaux. Victor Lann fraudait notre ville depuis des années, et il était tellement confiant dans son intouchabilité qu'il avait à peine essayé de le cacher. Mon téléphone a vibré, signalant un SMS d'Emily. Déjeuner avec Victor aujourd'hui, discussion sur le projet Riverside. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai redirigé mon regard vers les dossiers éparpillés sur mon bureau. Le projet Riverside, le dernier projet de Victor est la pièce maîtresse de son stratagème d'évasion fiscale. Un autre SMS est arrivé. Ne m'attends pas ce soir non plus. Dîner d'équipe après la réunion. Dîner d'équipe. J'étais marié à Emily depuis 6 ans. Je savais quand elle mentait. Le reste de la journée a défilé lentement pendant que je documentais méticuleusement les transgressions financières de Victor.
Chaque évaluation frauduleuse était maintenant perçue comme une offense personnelle. Il ne s'agissait pas seulement d'évasion fiscale, il s'agissait d'un homme qui croyait que les règles étaient en dessous de lui, quelqu'un qui se sentait autorisé à prendre tout ce qu'il désirait, que ce soit le revenu des impôts ou la femme d'un autre. J'ai quitté le travail à 5 heures et j'ai navigué dans les embouteillages du trafic aux heures de pointe pour rentrer à la maison, mes pensées tourbillonnant de possibilités. Les preuves contre l'âne développement étaient irréfutables. Un audit complet révélerait des années de tromperie et aboutirait probablement à des accusations criminelles. L'empire de Victor Lan était érigé sur des sables mouvants, et je possédais l'instrument pour initier son effondrement. Cependant, tirer parti de ma position pour une vengeance personnelle compromettrait mon emploi et pourrait potentiellement m'impliquer dans des complications juridiques. Les paroles d'avertissement de Janet résonnaient dans mon esprit. Tout légal, tout méticuleusement documenté. Mon téléphone a sonné alors que j'entrais dans l'allée. Dave Martinez, une bière, a-t-il demandé sans préambule. Émilie travaille tard. Je sais. Je l'ai vue au Chaiselron il y a 20 minutes. Elle n'était pas seule. Chaiselron, le restaurant le plus somptueux de la ville, où les entrées commençaient à $50 et la carte des vins ressemblait au stock de la cave de Victor. Tu veux cette bière, a réitéré Dave. Ouais, je veux cette bière. Le Murphy's Tavern occupait un centre commercial niché entre un pressing et un cabinet de préparation fiscale, le bar ouvrier par excellence où la bière était servie en bouteille, pas en verre, et le cocktail le plus élaboré était du whisky Coca. Dave était déjà présent à mon arrivée, occupant notre cabine habituelle à l'arrière. Journée difficile, a-t-il demandé alors que je m'asseyais en face de lui. Qui se détériore d'heure en heure. La serveuse m'a apporté une Budweiser sans que j'aie besoin de commander, j'avais fréquenté Murphy's suffisamment pour avoir établi une commande régulière. Tu veux en parler? J'ai raconté les documents fiscaux, la fraude systématique et le déjeuner d'Émilie qui s'était transformé en dîner. Dave a écouté attentivement sans interruption, hochant ou secouant parfois la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé à ma conclusion. À propos des impôts. De mon travail? Suivre les preuves, tout documenter méticuleusement et le soumettre au procureur de district. Et Émilie? Cette question s'avéra plus ardue. Je ne sais pas. Tu sais qu'elle couche avec lui, n'est-ce pas? Ces mots me frappèrent avec une force physique, malgré mes propres soupçons. Je ne sais pas ça. Alex. Voyons. Heures supplémentaires, dîner d'équipe, déjeuner d'affaires dans des restaurants à $50 le couvert. Elle ne cherche même plus à le cacher. Peut-être qu'est-ce qu'elle fait, au juste? Qu'elle explore ses options? Qu'elle tâte le terrain? Qu'elle vérifie si l'herbe est plus verte dans le lit de Victor Lan? J'avalai une longue gorgée de bière et fixai le plateau de bois scarifié de la table. Quand est-ce que les choses se sont si terriblement dégradées entre vous? Quand as-tu cessé de te battre pour elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Dave se pencha en avant. À quand remonte la dernière fois où tu as dit à ce type de se tenir à distance? À quand remonte la dernière fois où tu as rappelé à Émilie qu'elle était mariée à toi, pas à lui? À quand remonte la dernière fois où tu t'es comporté comme un mari au lieu d'un paillasson? Alors, c'est de ma faute? Je ne parle pas de faute. Je parle d'action. Tu es assis ici, à boire de la bière et à te complaire dans l'apitoiement sur ton sort pendant qu'un autre homme est en train de te voler ta femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette question me suivit jusque chez moi, dans une maison vide qui embaumait le parfum d'Émilie et les promesses brisées. J'ai trouvé un autre mot sur le comptoir de la cuisine. Ne m'attends pas eux. J'ai froissé le mot et l'ai jeté à la poubelle, pour le récupérer aussitôt et le lisser. Une preuve. Tout est consigné. Mon ordinateur portable était posé sur la table de la cuisine, entouré des débris domestiques d'un mariage qui s'effondre, factures impayées, liste de courses, carte de rendez-vous chez le conseiller conjugal que nous n'avions jamais consulté. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à taper. Chronologie, Émilie Carter et Victor Lan. Le 15 septembre, Émilie commence à travailler dans les relations publiques pour Lan Développement. Le 3 octobre, Émilie mentionne Victor pour la première fois, le qualifiant d'intéressant. Le 12 octobre, Émilie travaille tard, rentrant à la maison avec une odeur de vin cher. Le 20 octobre, Émilie achète de nouveaux vêtements, y compris de la lingerie que je n'ai jamais vue. Le 31 octobre, soirée d'Halloween. Le billet de $100 de Victor. Le 1er novembre, Émilie déjeune avec Victor. Le 1er novembre, Émilie dîne avec Victor.
La tendance était claire, même en noir et blanc. Ma femme avait une liaison et ne se souciait plus de savoir si j'étais au courant. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis monté dans notre chambre. La partie d'Émilie dans le placard avait été récemment réorganisée, mettant en valeur de nouvelles robes que je n'avais jamais vues, des chaussures qui dépassaient le montant de mon mensualité de voiture. Des flacons de parfum qui n'étaient pas là la semaine précédente. Où trouvait-elle l'argent pour tout ça? La réponse m'est apparue lorsque j'ai examiné son coffret à bijoux, qui contenait maintenant des pièces que je ne reconnaissais pas. Victor la couvrait de cadeaux. Des vêtements, des bijoux, des dîners dans des restaurants hors de mes moyens. Il était en train d'acquérir ma femme, un cadeau à la fois. J'ai repéré la voiture d'Émilie dans l'allée vers minuit. Elle est montée discrètement les escaliers, espérant probablement que je dormais. Je suis resté allongé dans mon lit, les yeux fermés, écoutant ses mouvements dans la salle de bain alors qu'elle se brossait les dents et se lavait le visage, comme si c'était une soirée tout à fait ordinaire. Elle s'est glissée dans le lit à côté de moi, évitant soigneusement tout contact. Ses cheveux dégageaient l'odeur d'un shampoing cher et du parfum d'un autre homme. « Comment s'est passé ton dîner d'équipe ?» ai-je demandé doucement. Elle s'est tendue. « Bien. Nous avons discuté du calendrier de Riverside. Où avez-vous dîné ? Juste un endroit en centre-ville. Quel endroit ? Alex, je suis fatigué. On peut en parler demain. Étiez-vous chez Chesleron ? Un silence s'est étiré entre nous dans l'obscurité. Finalement, Émilie soupira. Oui. Victor voulait discuter du projet dans un cadre tranquille. Juste vous deux ? L'équipe nous a rejoints plus tard. Encore un mensonge. Dave les avait vus seuls, intimes et riants, comme le font les amoureux. Émilie, qu'est-ce qui se passe entre nous ? Elle resta silencieuse si longtemps que je pensais qu'elle s'était endormie. Quand elle finit par parler, sa voix était à peine audible. Je ne sais pas. Mais j'étais conscient que ma femme tombait amoureuse d'un autre homme, et j'étais en train de la perdre, un dîner extravagant à la fois. Émilie est repartie tôt le lendemain matin, prétextant un petit déjeuner avec des clients potentiels. J'ai trouvé son alliance sur le comptoir de la salle de bain, à côté d'un flacon de parfum que je n'avais jamais vu auparavant. Elle avait oublié de la remettre. J'ai ramassé la simple bague en or que j'avais achetée avec 3 mois d'économie il y a 6 ans. Elle me parut plus lourde que je ne m'en souvenais, chargée de promesses qui se dissolvaient comme du sucre sous la pluie. Au travail, je me suis plongé dans les dossiers fiscaux de Victor avec la concentration d'un homme qui avait trouvé un but dans la destruction. Janet avait raison. Les anomalies étaient omniprésentes une fois que l'on savait où chercher. Sociétés écrans, dépenses gonflées, estimations immobilières sans aucun rapport avec la réalité du marché. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Janet s'est matérialisée à côté de mon bureau vers 10 heures du matin, une tasse de café à la main. Plus qu'intéressant, c'est de la fraude criminelle à grande échelle. Je lui ai présenté les preuves que j'avais accumulées. Land Développement sous-évaluait systématiquement les propriétés à des fins fiscales tout en les commercialisant auprès des investisseurs au prix réel du marché. Le projet Riverside représentait à lui seul 200 000 $ d'impôts éludés, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Jésus, a sifflé Janet à voix basse. Depuis combien de temps ça dure ? Au moins 5 ans, probablement plus. Nous devons impliquer le bureau du procureur de district. Pas encore. Laisse-moi d'abord finaliser la documentation de tout. Je veux que ce dossier soit inattaquable. Janet a scruté mon visage avec l'expression de quelqu'un qui a assez vécu pour lire entre les lignes. Alex, c'est personnel pour toi, n'est-ce pas ? Il s'agit de la loi. Et du fait que ta femme travaille pour Land Développement. Travaillait. Au passé. Elle est simplement consultante sur un projet, non ? Le ton de Janet suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Rappelle-toi simplement ce que je t'ai dit hier. Tout dans les règles. La matinée s'est écoulée rapidement alors que je me suis plongé dans les feuilles de calcul et les registres de propriété. Les chiffres ne mentent pas comme les gens, ils racontent des histoires claires et simples d'avarice et de fraude, et d'hommes qui croient que l'argent les rend intouchables. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un texto d'Émilie. Je travaille pendant le déjeuner, je ne rentrerai pas avant tard ce soir. J'ai regardé le message, puis j'ai pris une décision qui aurait semblé inconcevable une semaine auparavant. J'ai attrapé ma veste et je me suis dirigé vers le parking. Chesleron occupait le rez-de-chaussée du Brookfield Plaza, le tout nouveau projet du centre-ville de Victor,
le genre de restaurant où les serveurs portaient de vrais uniformes et où la carte des vins nécessitait un sommelier pour s'y retrouver. À travers les fenêtres imposantes, j'ai pu apercevoir Émilie à une table d'angle, riant à quelque chose que Victor disait. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant, en soie rouge qui dépassait probablement mon salaire hebdomadaire. Ses cheveux étaient également différents, coiffés d'une manière qui respirait un salon de luxe. Même de l'autre côté de la rue, elle semblait être une personne différente, ou peut-être qu'elle semblait être la personne qu'elle avait toujours aspiré à être. Je me suis assis dans ma Honda et j'ai regardé ma femme tomber amoureuse d'un autre homme autour d'un déjeuner qui dépassait notre budget mensuel d'épicerie. Victor s'est penché sur la table pour toucher sa main, et elle n'a pas reculé quand il a fait signe pour l'addition. Elle a ramassé son sac à main avec l'aisance d'une personne qui avait déjà fait ça. Ils ont quitté le restaurant ensemble, la main de Victor reposant sur le bas du dos d'Émilie dans un geste qui témoignait de leur intimité et de son emprise. Ils se sont dirigés vers sa Bentley, le même véhicule dont ils s'étaient vantés à la fête d'Halloween, et sont partis ensemble. Je les ai suivis. Je n'avais jamais suivi personne auparavant, mais les films m'avaient appris les bases, maintenir la distance, éviter d'être détecté et essayer de supprimer les pensées concernant ce que l'on pourrait découvrir. La Bentley m'a guidé à travers la circulation du centre-ville, au-delà du quartier des affaires, dans le quartier résidentiel où la demeure de Victor trônait parmi ses pères entretenus avec soin. Ils ont disparu à travers ces grilles pendant que je me garais de l'autre côté de la rue, me sentant comme un harceleur et un idiot. Qu'est-ce que j'avais l'intention de faire ? Sonner à la porte et demander si ma femme était disponible pour une conversation ? Mon téléphone a sonné. Dave Martinez, où es-tu ? A-t-il demandé. Je suis en train de suivre ma femme. Jésus, Alex. Où ça ? À la maison de Victor Lann. Sors de là tout de suite. J'ai besoin de savoir. Tu sais déjà. Rentrer à la maison et les découvrir au lit n'amplifierait pas la vérité, cela ne ferait qu'intensifier la douleur. Il avait raison. Néanmoins, je suis resté immobile, assis et fixé sur les grilles de Victor, imaginant les événements qui se déroulaient à l'intérieur. Émilie, vêtue de cette robe cramoisie. Victor, exhibant ses dents impeccables et sa confiance inébranlable, enveloppé de cachemire. Mon lien conjugal se dissolvant dans les confins de sa propriété climatisée. Alex, tu es toujours là. Affirmatif. Retrouve-moi chez Murphy S. Nous allons élaborer un plan. Élaborer un plan pourquoi ? Pour la suite des événements. La suite des événements, la question qui me hantait sans relâche depuis que le billet de $100 de Victor avait touché ma poitrine. Quelle ligne de conduite adoptons lorsque quelqu'un d'autre s'empare de tout ce qui nous est cher, et que l'on est impuissant à intervenir ? J'arrive dans 20 minutes. J'ai quitté la maison de Victor, l'alliance d'Émilie nichée dans ma poche, une stratégie prenant forme dans mon esprit. Peut-être ne pouvais-je rivaliser avec son opulence ou son charme, mais je possédais ce que Victor Lann n'avait pas anticipé, la capacité d'anéantir son existence entière avec un simple coup de téléphone. La question était de savoir si j'avais la force de composer ce numéro. Le Murphy S était pratiquement désert à 2 heures de l'après-midi, occupé seulement par une poignée d'habitués consommant des bières avec nonchalance et observant ESPN sur le téléviseur antédiluvien du bar. Dave m'attendait dans notre cabine habituelle, 2 Budweiser déjà posés sur la table. « Parle-moi » implora Théil dès que je me suis assis. Elle a une liaison avec lui. Je les ai suivis jusqu'à chez lui. Je m'en doutais. Quelle ligne de conduite comptes-tu adopter ? Je lui ai exposé la fraude fiscale, les preuves accumulées, le dossier qui pouvait envoyer Victor Lann en prison et démanteler son conglomérat d'entreprises. Dave écoutait attentivement, intervenant parfois avec un hochement de tête ou un froncement de sourcils. Donc, tu as les moyens légaux d'incriminer cet individu, demanda-t-il à la fin de mon récit. Oui, mais utiliser ta position pour poursuivre l'amant de ta femme te semble franchir une limite éthique. Dave se renversa dans la banquette. Permets-moi de te poser une question. Si Victor Lann n'avait pas de liaison avec ta femme, le poursuivrais-tu quand même pour fraude fiscale ? Incontestablement. Alors, qu'est-ce qui t'en empêche ? Tu ne fabriques pas de preuves, tu ne places pas de substance illicite dans sa voiture. Tu ne fais qu'accomplir ton devoir. Mon devoir, répétai-je, avec une extrême partialité. Et alors ? Cet individu est un criminel. Il fraude la ville depuis des années. Le fait qu'il soit en train de te voler ta femme signifie simplement que le karma finit par le rattraper. Je pris une longue gorgée et méditai sur les affirmations de Dave.
Il avait raison sur le plan juridique. Les transgressions de Victor étaient réelles, indépendamment de mes motivations personnelles. Cependant, le poursuivre en justice risquerait aussi de compromettre la carrière d'Émilie et de dissoudre notre mariage de manière irrévocable. Et si Émilie se retrouve mêlée au conflit? Alex, ton mariage est déjà mort. Émilie a pris cette décision quand elle a commencé sa petite aventure avec Victor Lannes. La seule question qui reste est de savoir si tu vas les laisser tous les deux s'en tirer à bon compte. Elle reste ma femme. Vraiment? À quand remonte la dernière fois qu'elle s'est comportée comme telle? La question planait lourdement entre nous, comme de la fumée. À quand remontait la dernière fois qu'Émilie avait agi comme ma femme? Quand avait-elle cessé de porter son alliance? Quand avait-elle commencé à mentir sur ses allées et venues du soir? J'ai besoin de preuves supplémentaires, déclarai-je finalement. Quel type de preuves? Celles qui rendent le dossier inattaquable. La fraude fiscale est une chose, mais j'ai besoin de quelque chose de plus conséquent, quelque chose qui envoie Victor derrière les barreaux pendant des années plutôt que des mois. Dave esquissa un sourire sinistre. Maintenant, tu penses comme un agent des forces de l'ordre. Nous avons consacré l'heure suivante à élaborer une stratégie pour mon enquête comme s'il s'agissait d'une opération militaire. L'expérience de Dave dans la police s'est avérée inestimable. Il savait comment construire des dossiers solides, comment amasser des preuves qui ne pourraient pas être contestées devant les tribunaux. L'essentiel, c'est la documentation, expliqua-t-il. Tout ce qui est légal, tout ce qui est traçable. Tu veux te tenir devant un juge et attester que tes sentiments personnels n'ont jamais influencé ton enquête, même si c'est le cas. La motivation n'a pas d'importance si les preuves sont irréprochables. Et d'après ce que tu m'as dit, Victor Lannes t'a fourni suffisamment de preuves pour l'enterrer 2 fois. Quand j'ai quitté le Murphy S, j'avais un plan. Il n'était ni esthétique ni bienveillant, mais il était légal et exhaustif. Victor Lannes avait bâti son empire sur la fraude et l'hubris. J'avais l'intention d'utiliser les deux contre lui. Je suis rentré chez moi dans une maison vide et j'ai trouvé le dernier mot d'Émilie. Je travaille très tard ce soir. Ne m'attends pas, travailler très tard, dans le lit de Victor, probablement, pendant que je restais seul dans notre cuisine, à orchestrer la chute de son amant. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Une demande officielle d'audit complet de Lannes Développement Corporation. Tout ce qui est légal, tout ce qui est documenté, tout ce qui est conçu pour dépouiller Victor Lannes de son argent, de sa liberté et de sa capacité à voler les femmes des autres. La nuit s'annonçait longue. La demande d'audit a atterri sur le bureau de Janet dès le lundi matin. J'avais consacré le week-end à peaufiner ma documentation, à vérifier les enregistrements de propriété et à construire un dossier capable de résister à toute contestation judiciaire. Émilie avait passé le week-end à rendre visite à sa sœur à Portland. Sa sœur, qui résidait à Seattle et n'avait pas communiqué avec Émilie depuis 2 ans. C'est fouillé, fit remarquer Janet en parcourant mon rapport. Presque obsessionnellement fouillé. Je tenais à être certain. Alex, je dois vous poser une question et j'exige une réponse franche. Cette enquête est-elle compromise par votre relation personnelle avec le sujet? Ma relation personnelle? Ne feignez pas l'ignorance. La moitié de la ville sait que votre femme est employée par Victor Lannes. L'autre moitié sait qu'elle entretient une liaison avec lui. Ces mots résonnèrent avec la force d'une gifle. Si Janet était au courant, tout le monde était au courant. Mon mariage n'avait pas seulement échoué, il avait échoué publiquement, me transformant en cet homme que l'on plaignait à l'épicerie et que l'on évitait au barbecue du voisinage. Les preuves parlent d'elles-mêmes, affirmai-je. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Non, l'enquête n'est pas compromise. Victor Lannes est un criminel. J'accomplis mon devoir. Janet scruta mon visage un long moment, puis approuva l'autorisation d'audit. Très bien, mais cela se déroule strictement selon le protocole, Alex. La moindre insinuation que vous utilisez les ressources de la ville pour une vengeance personnelle, et je l'arrêterai moi-même. Entendu. L'appareil d'audit entra en fonction avec une efficacité bureaucratique. Des assignations furent émises pour les registres financiers de Lannes Développement. Des évaluations immobilières furent programmées pour être réévaluées. Le bureau du procureur de district fut informé de potentielles violations criminelles. Victor Lannes était sur le point de découvrir que frauder la ville entraînait des répercussions, quels que soient ses moyens financiers ou la femme qu'il séduisait. Mon téléphone émit une notification vibrante avec un message d'Émilie. Tu travailles tard encore? Ne m'attends pas.
Le même message qu'elle m'envoyait depuis 2 semaines. Je commençais à me demander si elle ne l'avait pas programmé comme raccourci dans son téléphone. Un autre message apparut 5 minutes plus tard. Il faut qu'on parle. Quand je rentre, il faut qu'on parle. Les 4 mots que tout homme marié apprend à redouter, généralement prononcés juste avant que son monde ne s'écroule. Je consacrais la journée à me plonger dans les registres financiers, traçant la structure labyrinthique que Victor avait construite pour dissimuler ses transgressions, des sociétés écrans imbriquées les unes dans les autres, des transferts de propriété conçus pour tromper les évaluateurs, des coûts d'amélioration gonflés à des proportions astronomiques. C'était élégant dans sa complexité et accablant dans son intention évidente. À 5 heures, j'avais amassé suffisamment de preuves pour inculper Victor pour évasion fiscale, fraude et complot. À 6 heures, j'avais déterré des preuves de pots de vin versés à des inspecteurs municipaux qui avaient approuvé des permis de construire douteux. À 7 heures, j'avais découvert un système de blanchiment d'argent impliquant 3 banques et une entreprise de construction aux îles Caïmans. Victor Lann n'était pas seulement un fraudeur fiscal, il dirigeait une entreprise criminelle qui s'étendait à tous les échelons du gouvernement municipal. J'étais tellement absorbé par les preuves que je n'ai pas remarqué l'arrivée d'Émilie avant qu'elle ne s'éclaircisse la gorge derrière moi. « Tu travailles tard ?» demanda-t-elle. Je pivotai pour la découvrir debout dans l'embrasure de la cuisine, toujours vêtue de son manteau. Elle semblait fatiguée d'une manière qui n'était pas liée au travail. Projet de recherche. Quel genre de recherche? Je fermai mon ordinateur portable. Tu as dit qu'il fallait qu'on parle. Émilie prit place en face de moi à notre table de cuisine, la même table où nous avions partagé des petits déjeuners pendant 6 ans, où nous avions planifié des vacances et discuté des factures et pris la myriade de petites décisions qui lient un mariage. Alex, je crois que nous reconnaissons tous les deux que ce n'est plus viable. Ça? Notre mariage, nous, ce que nous feignons d'être depuis quelques mois. Je m'attendais à cette conversation, mais entendre ces mots, c'était encore comme faire un pas dans le vide. Qu'est-ce que tu suggères? Je suggère que nous devrions peut-être envisager une séparation, un peu de temps séparé, pour déterminer ce que nous désirons vraiment. Ce que tu désires vraiment, tu veux dire. Le visage d'Émilie devint rouge. C'est injuste. Vraiment? Tu as une liaison depuis 2 mois, Émilie. N'essaie pas de présenter ça comme une thérapie de couple. Je n'ai pas de liaison. Le mensonge flottait entre nous comme une charogne. Je plongeai la main dans ma poche et en sortis son alliance, la posant sur la table entre nous. Tu as laissé ça sur le comptoir de la salle de bain hier, et avant-hier, et mardi dernier. Émilie fixa l'anneau sans le toucher. J'ai oublié de le remettre. Vraiment? Ou as-tu oublié de l'enlever quand tu rentres du lit de Victor? Alex, je t'ai suivi jeudi dernier, je t'ai vu déjeuner avec lui chez Chesleron, puis aller ensemble à sa résidence. Un déjeuner qui s'est transformé en une réunion de 3 heures l'après-midi. Le visage d'Émilie pâlit. Tu m'as suivi. Ma femme me mentait. Je voulais savoir pourquoi. Alors, vous avez engagé un détective privé, vous m'avez fait suivre comme si j'étais une sorte de criminel. Je n'ai engagé personne. J'étais assise dans ma voiture, en face de la maison de Victor, et j'ai observé comment tu trahissais notre mariage. Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Émilie baissa les yeux vers ses mains, et je discernais des larmes menaçant de perler au coin de ses paupières. Je n'avais pas l'intention que ça arrive, dit-elle à voix basse. Mais c'est arrivé? Oui. Depuis combien de temps? Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance pour moi. Émilie essuya ses yeux du revers de la main. 6 semaines, peut-être 7. 7 semaines. Alors que je planifiais méticuleusement notre dîner d'anniversaire et que j'explorais diverses destinations de vacances potentielles, ma femme succombait à l'attrait de l'affection d'un autre homme. Es-tu amoureuse de lui? C'était la question que je redoutais de poser, la réponse que j'avais peur de recevoir. Je ne sais pas. Peut-être. Oui. Chaque syllabe retentit comme une claque palpable. Je le savais, bien sûr, j'étais conscient de cela depuis la fête d'Halloween, peut-être même avant. Cependant, entendre la confirmation d'Émilie transformait tout en une réalité tangible, surpassant l'impact de la simple surveillance et des preuves circonstancielles. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demandai-je. « Je veux que tu me libères. » Juste comme ça? Après 6 ans de mariage, elle voulait que je la libère simplement parce qu'elle avait trouvé quelqu'un avec des poches plus profondes? Ce n'est pas une question d'argent. Où l'était-ce?
Les nouveaux vêtements, les dîners somptueux, les bijoux que je ne lui avais pas achetés. De quoi s'agit-il, Émilie? Il s'agit de se sentir vibrante à nouveau. Il s'agit d'être avec quelqu'un qui me perçoit comme plus que la moitié d'un compte courant joint. Je n'ai jamais. À quand remonte la dernière fois que tu m'as surprise, Alex? À quand remonte la dernière fois que tu m'as regardé comme si j'étais la femme la plus captivante de la pièce? À quand remonte la dernière fois que tu m'as fait sentir que je valais la peine de se battre? Les mêmes questions qu'elle avait posées après la soirée d'Halloween. Cependant, elle résonnait avec une piqûre plus vive maintenant, car je n'avais toujours pas de réponse satisfaisante. Alors, tu as trouvé quelqu'un qui se battrait pour toi. J'ai trouvé quelqu'un qui me désirait. Qui me désirait vraiment. Pas seulement en tant qu'épouse ou compagne ou quelqu'un pour partager le fardeau du prêt immobilier. Et maintenant, tu veux divorcer. Je veux une séparation. D'abord, une période pour mettre les choses au clair. Mettre quoi au clair? Tu viens de confesser que tu es amoureuse de lui. Émilie se leva et se dirigea vers la fenêtre, son regard fixé sur notre modeste jardin, avec son jardin fané et sa clôture usée. Je veux être juste envers nous deux. Être juste aurait impliqué de me parler avant de commencer à coucher avec Victor Lannes. Tu as raison. J'ai mal géré ça. Mais Alex, nous nous éloignons progressivement l'un de l'autre depuis des années. Tu as dû le sentir aussi. Je l'avais en effet senti. L'éloignement croissant, la routine monotone, la manière dont nous avions cessé de vraiment nous voir. Cependant, j'avais supposé que c'était banal, un phénomène naturel dans tous les mariages une fois que l'engouement initial s'estompait. Alors, que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Je vais habiter chez Jenna pendant un certain temps. Accordons-nous un peu d'espace. Et Victor? Que advient-il de lui? Tu vas emménager avec lui? Jouer à la maison dans son manoir pendant que tu mets les choses au clair? Émilie se retourna pour me faire face. Ça ne te concerne plus. Ça me concerne jusqu'à ce que nous soyons divorcés. Alex, s'il te plaît, n'aggrave pas la situation. Cependant, elle était déjà à son point le plus douloureux. Ma femme m'abandonnait pour un homme qui m'avait humilié avec un billet de $100, et elle s'attendait à ce que je facilite son départ. J'aurais besoin de temps pour trouver un avocat, déclarai-je. Bien sûr. Je n'essaie pas d'accélérer les choses. Et ton travail? Ta mission de conseil auprès de Lannes Développement? Une lueur d'émotion traversa le visage d'Émilie. Quoi mon travail? Je me demandais juste comment tu allais gérer le conflit d'intérêts inhérent au fait de sortir avec ton client. Victor et moi allons régler ça. Victor et moi. Elle les envisageait déjà comme une unité, un partenariat dont j'étais totalement exclu. Émilie monta les escaliers pour faire ses valises pendant que je restais assis à la table de la cuisine, fixant son alliance. 6 ans de mariage réduit à un cercle d'or qu'elle avait négligé de porter. Elle réapparut 20 minutes plus tard, portant 2 valises et une housse à vêtements. Je récupérerai le reste de mes affaires plus tard, déclara-t-elle. Quand? Quand tu seras absent. Je pense que ce serait plus facile pour nous deux. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, puis se retourna. Alex, je n'ai vraiment pas voulu que ça se passe comme ça. Mais tu es contente que ce soit arrivé. Je suis contente de me rappeler ce que ça fait d'être désiré. La porte se referma derrière elle avec un léger clic qui résonna comme la conclusion de tout ce que je croyais que ma vie était destinée à être. Je suis resté seul dans notre cuisine jusqu'à bien après minuit, fixant l'alliance d'Émilie et complotant la chute de Victor Lannes avec la précision méthodique d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Les assignations à comparaître ont déferlé sur Lannes Développement un mardi matin, telle une tempête financière. L'équipe juridique de Victor s'était forcée de les annuler, invoquant des mauvais traitements et un abus de pouvoir, mais Janet avait mené ses recherches avec diligence. Chaque requête était juridiquement inattaquable, chaque exigence étayée par un motif raisonnable. Je n'étais pas censé participer à la signification des documents. Conflit d'intérêts, avait stipulé Janet, mais je me suis assuré d'être présent dans le hall de l'immeuble de bureau de Victor, en centre-ville, lorsque les huissiers se sont matérialisés. Victor a émergé dans son espace de réception 20 minutes plus tard, accompagné de 2 avocats en costume à $1000. Il m'a paru plus petit que dans mon souvenir, son bronzage semblant artificiel sous l'éclairage fluorescent impitoyable. C'est un mauvais traitement, a-t-il proclamé à l'avocat principal, sa voix amplifiée pour que tout le monde l'entende. Cet auditeur de la ville nourrit une vendetta personnelle contre moi. L'avocat,
un homme mince aux cheveux argentés et au regard las, a secoué la tête. Les assignations sont valides, monsieur Lane. Nous serons contraints de nous y conformer. À cause de ma relation avec sa femme. Parce que vous faites l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Le regard de Victor a balayé le hall jusqu'à ce qu'il me rencontre près des ascenseurs. Son expression est passée de la colère à ce qui aurait pu être de l'amusement. Alex, quelle surprise. Tu es venu assister au spectacle? Je me suis approché de lui et de son entourage juridique. Il se trouve que j'étais dans l'immeuble. Bien sûr que vous l'étiez. Le sourire de Victor dévoilait toutes ses dents et sa malice. Ce qui est drôle avec les coïncidences, c'est qu'elles ont tendance à se produire plus fréquemment quand quelqu'un cherche à se venger. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit d'évasion fiscale. Vraiment? Ou est-ce qu'il s'agit d'Emily? Le nom a flotté entre nous comme un défi. Les avocats de Victor se sont agités, comprenant probablement que la conversation prenait une direction susceptible de compromettre le dossier de leur client. Monsieur Lane, a interrompu l'avocat aux cheveux argentés d'une voix douce. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Non, je crois qu'Alex et moi nous comprenons parfaitement. Victor s'est approché, sa voix descendant à un murmure audible seulement pour moi. Vous pouvez auditer ma société, geler mes actifs, même m'incarcérer, mais Emily sera toujours dans mon lit quand ce sera fini. Les mots étaient destinés à me provoquer et à me faire commettre un acte stupide, qui compromettrait l'enquête et fournirait des munitions aux avocats de Victor. J'ai souri et parlé assez fort pour que tout le monde dans le hall puisse entendre. Monsieur Lane, je suis certain que vos avocats vous ont expliqué que faire obstruction à une enquête fédérale constitue un crime. Je serais navré de vous voir ajouter l'intimidation de témoins à votre liste d'accusations. Le visage de Victor est devenu rouge écarlate, mais ses avocats l'escortaient déjà vers les ascenseurs. L'avocat aux cheveux argentés m'a jeté un regard qui était à la fois une excuse et un avertissement. Passez une bonne journée, monsieur Carter, a-t-il dit. Je les ai regardés disparaître dans l'ascenseur, puis je suis sorti du bâtiment, où Dave Martinez m'attendait dans sa camionnette. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé alors que je m'installais sur le siège passager. Il est ébranlé. Il a proféré des menaces, mais rien que ses avocats ne puissent minimiser. Quel genre de menaces? Le genre qui me donne envie d'accélérer cette enquête. Dave s'est engagé dans la circulation, en direction de la taverne de Murphy pour notre séance de débriefing habituelle. Nous nous y réunissions quotidiennement depuis le départ d'Emily, élaborant des stratégies pour mes prochaines démarches, comme des généraux préparant une bataille. Des nouvelles d'Emily, a demandé Dave. Elle a récupéré d'autres vêtements hier pendant que j'étais au travail. Elle a laissé sa clé sur le comptoir de la cuisine. Froid, efficace. Elle passe à autre chose. Et vous? La question que j'évitais depuis 2 semaines. Passais-je à autre chose? Ou étais-je simplement déterminé à détruire l'homme qui avait volé ma femme? Je fais mon travail. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Nous avons terminé le trajet en silence. Le Murphy s'était bondé de monde après le travail, mais notre cabine à l'arrière restait inoccupée. Dave a commandé son whisky habituel, tandis que j'ai opté pour une bière. Je pensais à quelque chose, a fait remarquer Dave après le départ de la serveuse. Quoi? Cette enquête. Elle est solide, n'est-ce pas? Victor va tomber, peu importe vos sentiments personnels. Ouais. Les preuves sont accablantes. Alors il est peut-être temps de réfléchir à ce qui va suivre. Après? Après que Victor soit en prison et qu'Emily réalise qu'elle a attelé son wagon à un criminel. Que désirez-vous alors? J'avais été tellement obsédé par le démantèlement de Victor que j'avais à peine réfléchi à la suite. Que désirais-je? Que Emily revienne? La vengeance? L'achèvement? Un nouveau départ? Je ne sais pas. Parce qu'elle pourrait revenir. Vous savez, quand les actifs de Victor seront gelés et qu'il fera face à des accusations fédérales, Emily se souviendra peut-être pourquoi elle vous a épousé en premier lieu. L'idée m'avait traversé l'esprit, généralement tard dans la nuit, quand j'étais seul dans notre maison désolée. Emily reviendrait-elle si Victor n'était plus une option viable? Est-ce que je le voulais? Tu la reprendrais? Demanda Dave. Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai. Mon téléphone vibra avec un SMS. Emily, on peut parler? C'est important. J'ai montré le message à Dave.
Il a haussé un sourcil. Parle du diable. À ton avis, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a probablement entendu parler des citations à comparaître. Tu vas la voir? Je suis resté à fixer le message pendant un long moment. 2 semaines auparavant, j'aurais tout abandonné pour parler avec Émilie. Maintenant, la perspective de la voir me donnait l'impression de gratter une blessure qui commençait enfin à cicatriser. Oui, je vais la voir. Tu veux du renfort? Je pense pouvoir gérer mon ex-femme. Elle n'est pas encore ton ex-femme. Légalement, c'est toujours ta femme. Ça vaut peut-être la peine de s'en souvenir. J'ai répondu à Émilie par SMS. Chez moi. Dans 1 heure. Sa réponse fut immédiate. Merci. J'ai fini ma bière et je suis rentré chez moi pour affronter ce qu'Émilie voulait discuter. Quelque chose me disait que ça n'allait pas être une conversation agréable. La voiture d'Émilie était déjà dans l'allée à mon arrivée. Elle était assise derrière le volant, engagée dans une conversation téléphonique avec les gestes animés qui indiquaient qu'elle était contrariée par quelque chose. Elle a mis fin à l'appel quand elle m'a vu et est sortie du véhicule. Elle semblait différente. Fatiguée, peut-être, ou stressée. L'éclat qu'elle avait possédé pendant sa liaison avec Victor semblait avoir diminué, laissant derrière elle la femme que j'avais épousée 6 ans auparavant. Merci de me voir, dit-elle en nous dirigeant vers la porte d'entrée. De quoi s'agit-il, Émilie? Pourrions-nous entrer d'abord? J'ai ouvert la porte et je l'ai fait entrer dans notre salon. Elle s'est assise précairement sur le bord du canapé, prête à s'enfuir à tout moment. Victor a été arrêté, déclara-t-elle sans préambule. Je sais. Tu sais? Comment? Ces mots s'éteignirent, la compréhension se faisant jour sur son visage. L'enquête. C'est toi, n'est-ce pas? C'est mon travail. Ton travail? Alex, ils disent qu'il a détourné des millions de dollars. Ils parlent de prison fédérale. Il a volé des millions de dollars. À la ville, aux investisseurs, aux contribuables qui lui ont fait confiance pour faire respecter la loi. Émilie se leva et commença à faire les 100 pas, exhibant l'énergie nerveuse dont je me souvenais de nos débuts, quand elle était anxieuse à propos de son emploi, de ses finances ou de l'avenir. Il s'agit de vengeance, n'est-ce pas? Tu es en train de le ruiner à cause de moi. Je l'enquête parce que c'est un criminel. Le fait qu'il se trouve aussi être l'homme pour qui tu m'as abandonné n'est qu'une coïncidence. Je ne crois pas ça. Je me fiche de ce que tu crois. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Émilie cessa de faire les 100 pas et se tourna pour m'affronter. Alex, je sais que tu es en colère. Je sais que je t'ai blessé. Mais ce n'est pas la bonne façon d'y remédier. Quelle serait la bonne approche, Émilie? Lui permettre de continuer à voler pendant qu'il couche avec ma femme. Je ne suis plus ta femme. Pas vraiment. Légalement, tu le es. Jusqu'à ce que notre divorce soit finalisé, tu restes Madame Alex Carter. Les mots sortirent plus durement que je ne l'avais prévu, mais le tressaillement d'Émilie indiqua qu'ils avaient atteint leur cible. Je suis venu ici pour te supplier d'arrêter, déclara-t-elle doucement. Arrêter quoi? L'enquête. Les accusations. Toutes les mesures que tu prends pour détruire la vie de Victor. Je la regardais, véritablement stupéfait. Tu veux que je permette à un criminel de se promener librement parce que tu couches avec lui? Je veux que tu cesses d'exploiter ta position pour régler des vendettas personnels. Et je désire que ma femme cesse de coucher avec d'autres hommes. Cependant, nous n'obtenons pas toujours ce que nous désirons. Le visage d'Émilie pâlit. En 6 ans de mariage, je ne lui avais jamais parlé de cette façon. Jamais utilisé ce ton, ces mots. Mais elle ne m'avait jamais demandé de fermer les yeux sur une conduite criminelle pour protéger son petit ami. Je mérite ça, dit-elle. Tu mérites pire que ça. Alex, s'il te plaît. Je te demande d'être la personne supérieure ici. La personne supérieure? Émilie, tu m'as trompé, tu m'as menti, tu m'as humilié devant la moitié de la ville, et maintenant tu désires que je permette à ton petit ami d'échapper à la justice parce que ce serait gênant pour ta nouvelle relation? Il ne s'agit pas de commodité. De quoi s'agit-il, alors? D'amour. Tu l'aimes tellement que tu veux que je compromette mon intégrité pour le maintenir hors de prison. Émilie se rassit, sa contenance se brisant finalement. Je ne sais plus ce que je veux. Mais tu es certaine que tu ne veux pas que Victor soit en prison. Je ne veux personne en prison.
Je désire simplement que tout ce gâchis disparaisse. Ça ne va pas disparaître, Émilie. Victor Lann a commis des crimes graves, et il va les expier. Le fait que tu sois des dommages collatéraux ne me concerne pas. Des dommages collatéraux? Qu'est-ce que tu anticipais qu'il se produirait? Que tu puisses t'enfuir avec un criminel et vivre heureuse pour toujours? Que sa richesse le protège de toute répercussion? Émilie pleurait maintenant, ses larmes silencieuses signifiant qu'elle saisissait enfin la situation qu'elle avait créée pour elle-même. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. Quelle erreur? M'avoir quitté ou avoir choisi un criminel pour me quitter? Les deux. Ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas, je me suis assis en face d'elle, assez près pour observer le maquillage étalé sous ses yeux, les rides de stress qui n'étaient pas présentes un mois auparavant. Émilie, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux rentrer à la maison. Les mots que j'avais aspiré à entendre depuis 2 semaines, et maintenant ils n'engendraient que de la lassitude. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que j'ai commis une terrible erreur. Parce que Victor n'est pas l'homme que je pensais qu'il était. Quel genre d'homme pensais-tu qu'il était? Quelqu'un qui pourrait m'offrir la vie que je désirais. Et maintenant? Maintenant, je comprends que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Il ne peut pas acheter l'amour, et il ne peut pas acheter l'intégrité. J'ai regardé ma femme séparée, assise dans notre salon, sollicitant le pardon et une seconde chance. 1 mois auparavant, j'aurais répondu affirmativement sans hésitation. Maintenant, tout ce que je ressentais était une tristesse profonde pour ce que nous avions tous les deux perdu. Émilie, je ne peux pas arrêter l'enquête. Même si je le voulais. C'est hors de mon contrôle maintenant. Les procureurs fédéraux sont impliqués. Victor va aller en prison, et nous? Et nous? Je ne sais pas, ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai. Émilie essuya ses yeux et se leva. Je devrais partir. Où aller? Je ne sais pas. Chez Jenna, je suppose. Jusqu'à ce que je règle mes affaires. Tu peux rester ici si tu le souhaites. C'est toujours ta maison aussi. Elle secoua la tête. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pas encore. Je l'ai escorté jusqu'à la porte, et pendant un moment, nous sommes restés là comme des étrangers, essayant de nous rappeler pourquoi ils s'étaient aimés autrefois. Alex? Oui. Ouais. Je suis vraiment désolé pour tout. Je sais. Elle m'a embrassé sur la joue, un simple fantôme de l'affection que nous avions autrefois partagée, puis elle est allée à sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, me demandant si je venais de perdre ma femme pour la 2e fois en 1 mois. Mon téléphone a sonné alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte. Janet Morrison. Alex, nous devons parler. Les avocats de Victor Lann allèguent une faute professionnelle du procureur. Ils affirment que vous avez exploité votre position pour cibler leurs clients pour des raisons personnelles. Les preuves. Les preuves sont solides. Cependant, ils soutiendront que votre relation personnelle avec Emily Carter a compromis l'enquête. J'ai besoin de vous à mon bureau dès demain matin. Ai-je des ennuis? Je ne sais pas encore. Mais, Alex, vous devriez peut-être consulter un avocat. La ligne s'est coupée, me laissant seul avec la réalisation que ma quête de justice pourrait bien avoir anéanti ma carrière en même temps que mon mariage. L'enquête des affaires internes a duré 3 semaines. 3 semaines de déposition, de tests polygraphiques et d'entretien avec chaque personne qui m'avait jamais vu dans la même pièce que Victor Lann. 3 semaines de ma vie disséquée par des avocats et des bureaucrates qui cherchaient à déterminer si j'avais franchi la ligne entre la justice et la vengeance. Au final, ils ont découvert ce que je savais depuis le début. Les preuves contre Victor étaient légitimes, quelles que soient mes motivations personnelles. La fraude fiscale restait une fraude fiscale, que le coupable couche avec votre femme ou non. Victor Lann a été condamné à 8 ans de prison fédérale et à une amende de 14 millions de dollars en restitution. Lann Development Corporation a été dissoute, ses actifs saisis pour rembourser les impôts et pénalités impayés. L'homme qui m'avait jeté un billet de 100 $ comme si j'étais un serviteur a perdu tout ce qu'il avait construit au cours de décennies de crimes et d'arrogance. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de cela, je me sentais simplement vide. Emily a demandé le divorce le lendemain de la condamnation de Victor. Elle a déménagé dans sa ville natale dans l'Ohio, acceptant un poste dans une petite entreprise de relations publiques qui gérait des clients agricoles et la publicité des foires de comté.
La femme qui avait rêvé de champagne et de vêtements de créateurs rédigeait des communiqués de presse sur les expositions de bétail et les festivals de maïs. Nous avons parlé une fois après la finalisation du divorce, un bref appel téléphonique qui englobait les détails pratiques de notre séparation. Elle sonnait différemment. Diminuée en quelque sorte, comme si l'expérience l'avait amoindrie d'une manière qui transcendait l'argent et le statut. « Es-tu heureux » a-t-elle demandé vers la fin de notre conversation. « L'es-tu » j'ai demandé en premier. J'ai examiné ma maison vide avec ses pièces résonnantes et son courrier non ouvert. J'y travaille. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai. Elle a ri, un son dépourvu d'humour. Tu dis toujours ça. Certaines questions n'ont pas de réponse simple. Alex. Ouais. Je t'ai vraiment aimé. Je veux que tu le saches. Je sais. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Non. Ce n'était pas suffisant. L'appel s'est terminé avec les politesses d'usage que l'on adresse à des inconnus. 6 ans de mariage réduit à une brève conversation concernant qui garderait la porcelaine de mariage. Dave Martinez m'a retrouvé au Murphy's Tavern ce soir-là, assis seul dans notre cabine habituelle avec une bière que je n'avais pas touchée. J'ai eu des nouvelles d'Emily, dit-il en s'asseyant en face de moi. Oui. Comment tu te sens? Comme si j'avais gagné une guerre que je ne souhaitais pas mener. Victor est en prison. Emily est hors de ta vie. N'est-ce pas ce que tu désirais? J'ai réfléchi à la question, faisant rouler la bouteille de bière froide entre mes paumes. Je désirais que ma femme m'aime plus qu'elle n'aimait son argent. Je désirais compter pour quelqu'un. Et maintenant? Maintenant, je comprends que certaines choses ne peuvent être redressées avec des preuves et des citations à comparaître. Dave resta silencieux un instant, scrutant mon visage avec l'expression de quelqu'un qui avait été témoin d'une misère humaine excessive pendant ses années de service en tant que policier. Tu sais quel est ton problème, Alex? Quoi? Tu crois que cette histoire concerne Emily ou Victor? Mais ce n'est pas le cas. De quoi s'agit-il alors? Elle te concerne. Ce que tu aspires à être quand tout ce que tu pensais savoir sur ta vie s'avère erroné. Quel genre d'homme suis-je? C'est ce que tu dois déterminer. J'ai quitté le Murphy's cette nuit-là et j'ai traversé notre petite ville en voiture, devant les complexes immobiliers que Victor avait érigés avec de l'argent volé, devant les restaurants où il avait courtisé ma femme avec du champagne que je ne pouvais pas me permettre. La preuve matérielle de ces crimes était omniprésente, mais l'homme lui-même était absent, confiné dans une prison fédérale où sa richesse et son charme ne pouvaient pas le protéger. Justice avait été rendue, mais cela semblait moins satisfaisant que je ne l'avais anticipé. Je me suis garé dans mon allée et suis resté assis dans la voiture pendant un long moment, contemplant la maison qu'Emily et moi avions achetée ensemble lorsque nous croyions encore à l'éternité. Elle avait besoin de peinture, de nouvelles gouttières et d'une douzaine d'autres réparations que j'avais reportées, mais elle était à moi maintenant, sans charge, et peut-être que c'était suffisant. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Monsieur Carter, ici Sarah Mitchell du bureau du procureur. Nous aimerions discuter d'une opportunité d'emploi avec vous. Êtes-vous disponible pour parler? Une opportunité d'emploi? Peut-être. Enquêter sur Victor Lane avait débloqué des portes que je n'avais pas anticipées. Peut-être y avait-il une vie après la vengeance, après tout. J'ai répondu par SMS, oui, je suis disponible. En marchant vers ma porte d'entrée, j'ai réfléchi à la question de Dave. Quel genre d'homme aspirais-je à être? J'avais consacré des mois à incarner l'archétype d'un homme qui anéantit ses adversaires, pour finalement perdre sa femme dans le processus. Peut-être le moment était-il venu de s'efforcer de devenir le genre d'homme qui construit plutôt que de démolir. La maison dégageait une ambiance différente lorsque je traversais ses pièces, elle n'était pas désolée, mais plutôt tranquille. Sereine. Semblable à un sanctuaire où l'on pouvait recommencer à zéro, à condition d'avoir la force de le tenter. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger une lettre adressée à la sœur d'Emily à Seattle, celle avec qui elle n'avait pas communiqué depuis 2 ans. Quelqu'un devrait tendre la main, pensais-je. Quelqu'un devrait s'efforcer de réparer ce qui restait réparable. Ce n'était pas substantiel, mais cela constituait un début. Dehors, des flocons de neige commençaient à tomber sur la ville. Victor Lane avait tenté de voler, dissimulant ses transgressions et ma rétribution sous la promesse immaculée et d'albâtre de l'hiver. Le printemps finirait par arriver, et avec lui, la perspective de semer quelque chose de nouveau au milieu des vestiges de nos pertes collectives.
J'ai terminé la lettre et exécuté la commande envoyée, puis j'ai désactivé l'ordinateur portable et suis monté à l'étage dans ma chambre. Demain apporterait de nouvelles affaires, de nouveaux procès et de nouvelles occasions de choisir entre l'équité et la vengeance. Cependant, ce soir, pour la première fois depuis des mois, j'ai envisagé la possibilité que le sommeil puisse être accessible. Le billet de $100 restait caché dans le tiroir de mon bureau, compressé entre les feuillets d'un tome, servant de marque-page délimitant le point où mon ancienne existence s'était achevée. Je l'ai récupéré et l'ai examiné une dernière fois, me souvenant de la personne qui me l'avait jeté comme si j'étais insignifiant. Comme si je ne possédais aucune importance. Il s'était trompé dans cette évaluation. J'avais effectivement de l'importance. Non pas en vertu de ce que j'avais détruit, mais en vertu de ce que je pourrais encore construire. J'ai déchiré le billet et l'ai jeté dans la poubelle. Certains objets ne méritaient pas d'être conservés, même en tant que souvenir. Les festivités étaient terminées. Il était temps de rentrer à la maison.